Voilà, donc nous sommes bien là, Eco-Club, aujourd'hui, ce dimanche. Nous sommes bien là. Alors, d'abord, nous n'avons pas été là, présents. Cette émission n'a pas eu lieu dimanche dernier, dimanche 17 septembre, tout simplement parce que, vous savez, il y a donc des exigences en quelque sorte, des réalités de notre institution Canal 10, de la chaîne qui font que, des fois, bon, on ne peut pas toujours honorer toutes les obligations, n'est-ce pas, auxquelles nous sommes habitués. En tout cas, nos excuses, et aujourd'hui, en tout cas, Eco-Club est là. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Ah bon, bien entendu, bonjour à vous tous. Comme d'habitude, les téléspectateurs, les followers, pour votre attachement, votre fidélité, les remarques, les observations, les commentaires que vous adressez. Merci pour tout cela. Et il est bien entendu de notre devoir, de mon devoir, de vous dire merci encore. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un thème qui est aussi un thème d'actualité. Ce n'est pas un thème raciste, hein, Nico, tu t'en rendras compte. Hein. C'est un thème d'actualité qui concerne donc le séisme plutôt. Séisme, c'est-à-dire tremblement de terre. Voilà. Alors, vous le savez, nous vivons dans ce monde du grand voisinage. Un monde qui est celui des technologies, de l'information, de la communication. Tous les événements nous sont rapportés dans l'immédiateté à la vitesse grand V, là où nous sommes, là où nous vivons, là où nous nous situons. Ainsi, avons-nous tous été régulièrement bien informés, qualitativement et quantitativement, du séisme qui vient de frapper un pays, le Maroc. Le Maroc. Oui, nombreux de nous, très nombreux, ne connaissent pas ce pays-là, n'ont pas été au Maroc. Nous sommes néanmoins, je dirais, dans le devoir d'analyser les aspects de cet événement, n'est-ce pas, sur les plans, je dirais, sociologiques, psychologiques, technologiques, économiques et aussi géopolitiques. Et nous interroger sur nous-mêmes, la Guadeloupe. Nous interpeller quelles seront les conséquences, bien entendu sociologiques et psychologiques, économiques et technologiques et géopolitiques en Guadeloupe, parce que tout simplement, nous sommes territoire extrêmement exposé à ce type de catastrophe. Nous ne sommes pas à épargner, donc il faut s'interroger sur éventuellement les retombées et la gestion de tels événements sur notre territoire. D'où le thème qui est le nôtre aujourd'hui, sera donc inscrit à l'antenne. Vous le savez, séisme, aujourd'hui le Maroc, demain, s'interroge, demain la Guadeloupe. Voilà donc, chers téléspectateurs, à vous d'abord, chers amis du plateau, les clubistes, comme je vous appelle si bien, téléspectateurs, followers, le cocktail thématique qui nous réunit ce dimanche 24 septembre. Alors, messieurs, bonjour. Bonjour donc à toi, Nico. Bonjour à toi, Ramaï. Bonjour à toi, Raphaël. Notre ami René Bouchamp est absent, il a précisé, il a signalé. Il s'agit donc pour moi d'abord de vous dire merci. Merci parce que je sais qu'il pleut, le temps pluvieux, et que surtout quand on est à la Guadeloupe, hein, quand il y a de fortes pluies, il est difficile de circuler. En tout cas, vous êtes ici, vous êtes présents avec nous comme tous les dimanches. Merci. Alors le bonjour à vous, hein, Raphaël, bonjour à toi. Oui, bonjour à tout le monde, bonjour à nos chers téléspectateurs et comme tu dis bien, followers. C'est terrible cette petite habitude du dimanche. On va pas dire que c'est une addiction, mais c'est vrai que quand on saute à dimanche pour des raisons diverses XY. qu'on peut comprendre, il y a un petit pincement de cœur. Hein, c'est comme si, alors il ne faut pas que j'utilise ce terme-là, oui, c'est bon, comme s'il y avait eu une certaine infidélité. Alors non, c'est le terme, il ne faut pas que j'utilise. Infidélité, parce que tout le monde sait que je suis profondément dread. Et donc c'était un plaisir tout à fait savoureux qu'on se revoit le dimanche suivant, retrouver les gens, vous retrouver sur le plateau et reprendre nos discussions. Nos discussions dominicales. Dominicales, oui, tout à fait.
En tout cas, c'est bien dit, effectivement. Vous savez, le mot n'est pas trop fort. Pincement de cœur, c'est vrai. Et surtout, pensez aux téléspectateurs. Ben, oui, parce qu'il nous a... Enfin, moi, je sais que je suis arrêté de partout et tout le temps, mais tout de suite, quand il manque quelque chose, qu'arrivé, quand il passait, est-ce que... Alors, on va parler de séisme, de séisme, mais il y a cette idée derrière le catastrophisme. Les gens sont persuadés que quand ils sont habitués à quelque chose et qu'il y a une rupture existentielle, hein, Oui. ils vont pas chercher une explication. Et tout de suite, on tombe dans la grande catastrophe. Ils vont pas chercher le petit dysfonctionnement, le petit... C'est ni une qui mort. Voilà. Non. Il y a des incidents dans la vie. Voilà. Alors, enfin, mais ces propos sont l'occasion pour moi de saluer les Mouliens. Parce que ce que nous venons de dire concernant l'attachement, cette fidélité, n'est-ce pas, de cœur, véritablement, à l'égard de cette émission, eh bien, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti à Moule, quand il y avait une veillée. On parle souvent chez Eliezer. J'y étais parce qu'il y avait une connaissance qui est Pierrot, qui s'en est allé. Ah oui, Pierrot. Patrick Pierrot. Et j'ai pu rencontrer nos amis du Moule, les Pont-Ribi, les Bouchers, tous, je ne peux pas tous les nommer. Les totems. J'ai amis vraiment avec un grand A. Et ils m'ont tous dit ces mots, mais Zola, de quoi garder les autres, ça fait, vous savez, ça fait ting-ting. Vous n'allez pas jusqu'à la rythmie, mais ça vous touche quelque part. Voilà, positivement. Alors, à toi, Rabaï, bonjour à toi. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour aux amis du plateau. Bonjour à ceux qui nous regardent outre-Atlantique, je dirais. Parce que souvent, pendant les vacances, j'ai rencontré pas mal des Guadeloupéens en vacances au pays et qui sont vraiment, comment dirais-je, attachés à cette émission Eco-Club pour avoir les nouvelles du pays. Et donc, je leur envoie un grand salut de la part d'Eco-Club, de toute la Guadeloupe, parce qu'ils sont vraiment attachés à cette émission et attendent des nouvelles du pays. Et je profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à Madame Ramaï. Aujourd'hui, et pour qu'elle passe une belle journée. Une belle journée. Bien entendu. Voilà, donc... Et notre ami Nico? Alors, moi, je m'associe à ce que dit Alain concernant les Guadeloupéens de passage qui nous découvrent. Alors, moi, on était dans le supermarché, le jour, dans le croisement, on m'a dit, mais qui sursautait. Oh, ils sursautés. Ouais. Je dis, c'est bizarre, qu'est-ce que j'ai encore commis comme méfait? Il dit, mais non, je vous vois tous les dimanches à la télé, j'arrive de Bordeaux, et je vous rencontre dans le supermarché comme ça, ça m'étonne. Hein? On dit, non, ma mère disait souvent que Nico Italique existe, parce que c'est moi qui l'ai fait. Oui. Mais on a dit, non, nous existons vraiment. En dehors de la télé, nous sommes des gens tout à fait... simple, vivant dans la cité, et tout ça. Hein, et donc, mais les gens nous le rendent bien, c'est assez touchant. Bon. C'est assez touchant. Puis une deuxième chose, c'est la dernière. J'ai perdu ma belle-mère il y a quelques jours, qui a à l'âge de 103 ans. Et qui a vécu 103 ans de vie et de vivacité. Elle n'a jamais été malade. Hein? Elle est morte, point. Et avant de mourir... dans la semaine de sa mort, elle a convoqué tout le monde pour dire un dernier petit mot à tout le monde. Et elle a dit, il n'y a pas qu'à pompe funèbre pour faire mort à sa casa, il a fait ça. Oui, c'est vrai. Et il dit là, Bella, attention, hein, vous, on pas qu'à l'église, vous venir ici dans faire la messe là. Hein? Bon. À cet âge-là, on ne peut que s'y conformer. On peut le faire, on est trop fort à cet âge-là. Hein? Bon. Et c'est une dame qui est vraiment, comment dire, c'est la Guadeloupe. C'est la Guadeloupe profonde. En guadeloupéenne. Au monde à qui on peut pas... Le bluff ne marche pas avec elle. Hein? D'ailleurs, elle a dit une chose terrible. Elle a dit à l'un d'entre nous, c'est pas à moi, hein? Oui. Elle a dit à l'un d'entre nous qui a un doctorat, il dit, bon, nous ça, on est doctorat, mais méfiez-vous, hein? Méfiez-vous. Parce qu'à part là qui dit doctorat, qui est plus intelligent que ça. 103 ans de lucidité. Oui. Donc, vraiment. Et donc, dans cette veillée, je me suis aperçu d'une chose, que la star incontournable, c'était la dame. C'était la dame, oui. Mais que je n'étais pas inconnu non plus.
grâce à EcoClub. Grâce à EcoClub. C'est grâce à EcoClub, dans le tiercé, elle vient loin devant moi, ça c'est clair. Ouais, bon. Mais j'étais un cheval placé, hein, où les gens reconnaissent aussi, très heureux d'échanger, parce que c'est vrai que, bon, hormis pour les parents proches, pour qui la mort est un truc inconsolable, je pense à ma femme en particulier, on ne se console pas. Hein. Par contre, c'est une occasion de se retrouver, se rassembler, de se conforter. Et c'est vrai que les paroles d'EcoClub, les gens d'EcoClub, leur présence porte magiquement un baume au cœur des gens. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas, je remercie EcoClub de ce qu'il fait pour les gens de la Guadeloupe. Je dirais que c'est une occupation positive. Je voulais ajouter un petit bout dans le même sens que toi. J'ai rencontré une dame en vacances en Guadeloupe, mais qui ne s'attendait pas du tout, mais du tout, exactement le même schéma, à me voir. Et la dame a fondu en larmes. Elle a fondu en larmes. Elle était accompagnée de son mari. Elle a fondu en larmes. Elle dit, c'est pas possible de rencontrer quelqu'un d'EcoClub que je vois tout le temps de chez moi à Paris. Oui. Et de rencontrer comme ça. Elle a fondu en larmes devant son mari. Excellent. Voyez-vous, il y a des histoires, il y a des réalités comme ça. Et puis, comme disaient les latinos, c'est coasonal. Du cœur. Voilà. J'ai dit bonjour aux Mouliens, mais j'ai dit son nombreux Tacita, Patrick Tacita que j'ai vu. Il y a aussi le proviseur de la montagne, l'ex-proviseur, il a la retraite, les 6 millions. Ah là là, ils sont nombreux, les loisons, ça fait. J'étais très content en tout cas. Bon, messieurs, selon la formule, la pratique, je ne sais pas si vous allez vous y tenir aujourd'hui, les préliminaires. Non, on y va directement. Il y a quelque chose de particulier à dire, non? Le dimanche, vous n'en faites pas, mais respectez cette étape-là, elle est importante. Nous ne voulons pas de préliminaires, non, nous continuons. Je réfléchissais, non. Non, pas de choses particulières. Non, pas de disparition, pas de tristesse, non, d'euphorie. Ouais, peut-être sur le pape quand même. Ah oui. Peut-être sur le pape. Le papa, oui. Une chose sur le pape. Non pas pour parler du pape lui-même, parce que bon, parce que le pape, visiblement, c'est un islamo-gauchiste, j'ai constaté ça. On a pu le dire. Oui, il parle comme Mélenchon, voilà, c'est intéressant. Mais ce qui m'a intéressé, c'est dire aux gens qui nous écoutent quelque chose sur la laïcité. Vous voyez, pour prendre un peu de hauteur. Les Français ont une vision bien à eux de la laïcité, c'est-à-dire la séparation de l'Église et de l'État. Autrement dit, quand une star comme le pape, moi, c'est pas mon pape, bon, mais c'est une star, une rockstar, arrive en France, la question est de savoir est-ce que oui ou non le président peut aller, peut pas aller, est-ce qu'il peut aller à la messe? Ça, c'est des questions de français. C'est de français. Dans aucun pays développé, à l'échelle planétaire, cette question va se poser. Hein? Ça, c'est la France. Elle est en retard sur le monde. Bon, peut-être c'est sa spécificité, mais elle est en retard sur le monde. Hein. Et moi, pendant que je faisais l'émission, je cherchais un peu, parce que je travaille, sur la question du pape, j'ai vu une vidéo d'un chef d'État dans une église méthodiste pour rendre hommage à une tuerie qui avait lieu et qui s'est mis à chanter Amazing Grace. Amazing Grace. Hein? Barack Obama. Barack Obama, dans une église. Hein? Derrière lui, tous les pasteurs, lui au micro, et chantant la louange. Ah là. Et en France, ça ne peut pas se faire. Non, en France. Mais ça a un impact exceptionnel. Et ça transcende beaucoup de choses. Mais en France, qui a dit non, Macron doit être ville, mais il doit être paix, il ne doit pas parler, il doit se cacher, tout ça. Ça, c'est la France. Donc, quand on dit laïcité, vous qui nous écoutez, rajoutez à la française. Parce que le monde n'est pas là-dedans. Alors, évidemment, la France a sa cohérence, mais ce n'est pas l'air, ce n'est pas le rythme. Au niveau européen, ça n'existe pas. Au niveau de l'Europe. Alors, même en Europe, ce n'est pas tout à fait pareil. En Europe, ça ressemble un peu. Les Belges ressemblent un peu aux Français. Mais les Italiens, comme j'ai dit la dernière fois, ont une grande croix du Christ dans les écoles. Ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas. Bon. Mais la France a un problème avec l'islam et les musulmans, je pense que c'est ça. Et avec la loi de 1905. Et elle se démène, elle y arrive pas et tout ça. Mais la laïcité, c'est à la française, c'est pas à la Barack Obama, et c'est pas comme le monde vit cette chose-là. C'est ce que dit pour le pape. Ceci dit, je suis d'accord avec le pape quand il est islamo-gauchiste. Par contre, que Dieu me pardonne, mais que le pape mette l'Église catholique en cohérence dans tous ces aspects, je serais très, très heureux aussi. Oui, aussi. Oui. Mais le président Macron va s'exprimer. Nous allons voir peut-être dans la mi-journée, en tout cas à 13h. À 20h, je ne sais pas. 20h là-bas. 20h, donc, 13h, 14h. 13h. Nous allons voir peut-être son approche de la chose.
Je vais revenir sur, bon, on disait le pape, parce que effectivement, c'est quand même un événement, on parle de séisme sismique. Oui, de séisme, on va venir. Parce que moi, le schisme, je le vois venir, c'est un concept assez rapidement. Nico dit qu'il faut que le pape se mette en cohérence, enfin d'une certaine manière. Hein. Oui. Il y va à la vitesse grand V, au nom des valeurs chrétiennes traditionnelles, charité, Universelle aussi, solidarité. quelquefois. Non, universel, Non, pas discutable. Européen. C'est judéo-chrétien. Arrête, le judéo-chrétien, c'est pas l'universel. Hein. Sinon, c'est trop facile. Oui, c'est eux qui... Bon, bref. OK. Mais donc, ces valeurs chrétiennes, ces valeurs de partage, de charité, de solidarité, d'acceptation, enfin de tout ça. Ce qui m'interpelle, c'est le choc qu'il va y avoir, s'il n'est pas encore là, entre ces valeurs-là et les réalités politiques, géostratégiques, économiques, sociales des pays chrétiens. Pays chrétien. Ah oui, ça va. Qui manifestent. Alors, là, la déchirure, on voit les lignes de faiblesse, de fragmentation. Oui. Et je me dis, waouh, si tu parlais de séisme, voilà un séisme à venir. Oui, un séisme. Et ça, c'est l'anticipation, ça. Ah ben, c'est ça. Rationnel, c'est pas irrationnel, c'est rationnel. C'est pour ça qu'il faut penser au séisme. C'est justement par rapport à l'anticipation. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, Raphaël l'a lancé, vraiment servir. Dans l'actualité, que tout ça va bien sûr, bien sûr. Alors, Amaï, avant de venir à nos côtés même. Plus on parle de pape, oui. Il y a un qui m'a particulièrement, qui a attiré mon attention particulièrement, c'est Jean-Paul II. Oui. Et ça va un peu dans le sens de Raphaël, pour voir la puissance de ce personnage. Je ne dis pas peut-être en tant que pape ou idéologiquement, et qui se mêle un petit peu aussi, et pour ne pas dire beaucoup, du système politique. Comment Jean-Paul II a contribué à faire tomber le communisme dans les pays de l'Est et à faire radicalement un changement dans tous les pays de l'Est à partir d'un pays comme la Pologne, me semble-t-il. Il était polonais, je crois aussi. Il était polonais. C'était un pape polonais avec Lech Walesa, qui était un syndicaliste reconnu et qui a fait tomber un système communiste. Un syndicaliste a fait tomber un système communiste et après ça a entraîné tous les pays communistes derrière. Et puis ce changement qu'il y a eu de par le monde, c'est dire que le pape, sur le plan politique, il a aussi un mot à dire. Il peut être très influent. Et Jean-Paul II, de ce côté-là, a vraiment fait quelque chose qui a changé l'aspect du monde. Je ne dis pas que c'était bon ou pas bon, mais en fait qui a changé quelque chose de monumental en Europe. Oui. Mais il y a le poids du Vatican aussi. Le Vatican, c'est un État dans un État. C'est un État dans un État. C'est un État. Non, c'est un État parmi les États. Parmi les États. Et probablement pas le moins puissant. Pas le moins puissant. Puisque même si elle est morale, ça va bien au niveau financier. Des valeurs morales. Même si c'est des valeurs morales, mais enfin, il y a aussi des réalités financières, des réalités économiques et des réalités géostratégiques. Et puis c'est quand même quelqu'un qui domine, c'est effectivement au niveau idéologico-émotionnel, une population qui est transversale, hein, puisqu'elle est aussi bien à l'est qu'à l'ouest ou qu'au centre, et qui s'inscrit maintenant de plus en plus en termes de mentor dans sa vision, de l'ordre du monde. Or, cette vision de l'ordre du monde, c'est ce que j'ai à l'instant, j'ai l'impression qu'elle va obligatoirement se radicaliser, parce qu'il défend son domaine, sa zone de protection, sa zone de définition même, mais ça va se radicaliser ailleurs aussi, avec l'extrême droite, avec les nouveaux pauvres de tous les pays occidentaux, les difficultés des pays occidentaux à se réaliser, s'il faut accepter encore d'autres, etc. Donc on a vraiment l'impression qu'on est sur deux trucs, sur deux plaques tectoniques, hein, parce qu'on va parler de séisme, et que s'il n'y a pas réellement quelque chose de pensé, de voulu, de concerté entre les États, moi je vois ça très, très, très bizarre. J'aimerais prolonger ce que dit Raphaël, si jamais on peut oser prolonger ce que dit Raphaël. C'est vrai qu'il y a deux plaques tectoniques là. L'une s'appelle la religion, l'autre s'appelle la spiritualité. Et ça va chauffer. Ça va chauffer. Ah, ça va chauffer. Ça va chauffer. Parce que le pape ne peut pas renoncer à son statut de chef religieux. Le pape n'est pas le Dalai Lama. De tout pas. Pas pareil. Hein, bon. Or, il faut répondre au monde. Comment on fait.
Et il semblerait il me semble, hein, que le religieux se porte pas très bien. Dans ce contexte-là. Ouais, il se porte pas bien. Il n'y a qu'à voir ici en Guadeloupe, il paraît que les femmes qui vont à la messe. Ah oui. Il paraît que les hommes sérieux comme Jean Seymour, Oui. comme Raphaël Spéronel, peut-être Mohamed ou Nico Italique, il n'y a pas qu'à y là encore. Oh, moi, j'y vais. D'accord. Je porte la religion de mon cœur. Ah, c'est N'est-ce ça. pas? Tous les prétextes sont bons. Hein. Alors, En fait, au moment de douleur, au moment de souffrance, on Bien a des sûr. mots qu'on dit Ouais. et des mots sans doute qui ont beaucoup de sens. non, mais ça veut dire que ouais. le conflit ou le frottement fort Oui. entre les fait. logiques religieuses, les logiques spirituelles, va bien falloir qu'il se passe quelque chose. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas dire que la Chine, par exemple, a 1,4 milliard de personnes, là, il y a une forte spiritualité là, qui monte. Hein. Bien sûr. On fera comment avec eux, hein. Et de l'autre côté, tu as chez les Indiens, par exemple, une religiosité terrible, hein, le dogmatisme. Comme ça, voici une chose qui est belle, hein, Ouais. qui est devant nous. Devant nous. C'est là, tout à fait. Alors, vous avez bien, nous étions bien dans les préliminaires, hein, même si nous n'étions pas partis pour. Finalement. Et c'est la pub d'ailleurs. C'est la pub. Voilà. Alors, avant de venir au thème d'aujourd'hui, je le répète, séisme, aujourd'hui le Maroc, demain la Guadeloupe. Nous allons voir. Publicité. Télévision, pas grave, Pas comme télévision, pas qu'à marcher sans Publicité. Après cette page publicitaire, nous sommes donc de retour. Alors, comme je le disais si bien, chers amis, à vous aussi téléspectateurs, je le disais, nous sommes dans le monde du grand voisinage. Et nous avons vu, nous voyons régulièrement d'ailleurs, comment les informations viennent à nous, là où nous sommes, là où nous vivons, là où nous nous situons en tout cas. Et puis, pour cet événement qui vient de se dérouler au Maroc, ce pays d'Afrique, nous voyons les informations sont venues à nous. Nous avons vu toute personne, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou autres, a pu vivre avec beaucoup de douleur cet événement, avec toutes ces particularités en tout cas. Mais ce qui est intéressant, je pense que nous ne trompons pas ici dans l'aspect scientifique. Sinon, nous aurions eu ici un Tino Rabazac. Non, nous ne sommes pas dans ça. Il y a lieu pour nous, à mon sens, d'analyser cet événement, dans tous ses aspects psychologiques, des individus, sociologiques, la société, voir aussi le côté technologique, le retard accusé dans ce qu'on mesure, dont on mesure la dimension à travers cet événement, retard technologique au Maroc. On verra aussi des aspects économiques, aussi géopolitiques, parce qu'on a vu que le comportement du Maroc, ce qui sélectionne est là. Alors moi j'ai envie de vous demander, pour entrer dans le bal, qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que sur le plan de tous les plans d'ailleurs, vous individuellement, comment vous avez vécu à travers les informations cette catastrophe vraiment d'une très grande ampleur. On va Nico ? Oui, Tu lances le bal. Oui. Voilà. Alors, cette affaire-là de tremblement de la terre, pour ne pas oublier le Maroc, mais pour essayer de prendre tout de suite de l'altitude, hein, Oui. je me suis dit, c'est bizarre, la terre a été pendant très longtemps considérée comme un terrain du jeu. Hein? Terrain du jeu. Bon. Jeu économique, jeu technologique, jeu de la ressource, terrain du jeu. Et aujourd'hui, peut-être plus qu'ailleurs, plus qu'avant, on s'aperçoit que c'est un acteur du jeu. C'est aussi un acteur du jeu. Un acteur du jeu. C'est ça la nouvelle chose. La Terre est un acteur. C'est vrai. Et donc, alors la question, c'est comment lire son jeu, comment anticiper son jeu, C'est bien ça. comment se préparer à son jeu. Faut-il s'affronter au jeu de la Terre, voilà. Et donc, c'est ça les vraies questions dans le rapport à la Terre. Pas d'oubli. Le rapport à la Terre. Bon, ça c'est premier. Et puis d'un point de vue plus métaphysique, la Terre, c'est quand même la mer. C'est la mer. La mère, la maman, la mère, Gaïa, la mère. Hein? Bon, je conseille à personne d'avoir des problèmes avec sa mère. Hein? Si vous venez problème, cherchez de tout côté. Pas chez moi. De grâce. Hein? Évitez d'y prendre les mêmes moments. Hein? Non, parce que c'est pas le mieux. Hein? Pas le Bon, mieux. parce que la mère, c'est aussi le fruit. C'est le Oui. fruit. C'est le fruit, c'est la réalisation, c'est la vie. Donc, si tu es incapable de t'entendre avec ta mère, tu crées des problèmes graves pour ta survie.
Ta survie. Ta survie. Ta survie. Bon. Donc, c'est ça que, en prenant un peu de hauteur, j'ai pensé à question là ça. Bon, et c'est vrai que, alors je me suis dit également, est-ce qu'il n'y a pas, malheureusement, deux types de séismes? Est-ce qu'il n'y a pas le séisme du pauvre et le séisme du riche? Du riche. Hein, c'est ça, problème-là, aussi. Hein, bon, c'est des questions terribles. Il faut se poser. On peut se poser. Et je me suis posé la question pour notre pays, la Guadeloupe. Et bon, on en parlera peut-être en détail tout à l'heure. Progressivement, et j'ai conclu que manifestement, la Guadeloupe n'est prête en rien. Ouais. La Guadeloupe n'est pas prête. Mais c'est une question qui se pose aussi. Hein. Peut-on dire, voilà, on est prêt pour affronter un séisme? C'est ça aussi. C'est une question qui se pose. Hein. D'accord, oui. Bon, moi, j'ai quelques idées là-dessus, mais je pense que le pays n'est pas prêt. Notre pays n'est pas prêt. Et c'est-à-dire que non seulement il n'est pas prêt, sociologiquement, psychologiquement, il n'est pas prêt. Économiquement. Bon, alors d'abord, le plan séisme, d'après ce que j'ai compris, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais c'est les bâtiments. Le bâtiment. Est-ce que le bâtiment j'apparais? Est-ce que est-ce que si le Richter il montait à 5, 6, 7, 8, qui j'ai un bâtiment KGB? Bon. Et il paraît que même là, on n'est pas prêt. Ça, c'est pas bien, ça. Un pays comme celui-là devait être prêt, au moins pour les bâtiments. Et s'il n'est pas prêt, mettre adossé un peu de défiscalisation sur la mise en œuvre sismique, on a l'outil. Mais là, même là, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Bon, on dit qu'il progresse, mais il n'est pas prêt. Je ne sais pas si les chiffres sont bons, mais il paraît que c'est environ 50% des bâtiments qui sont prêts. Donc, il n'est pas prêt. Bon. Ensuite de ça, les gens ne sont pas prêts. Oui, ils ne sont pas préparés à cela du tout. Non, pas préparés à ça. Donc, la question, c'est... j'attends Raphaël là-dessus, parce que les choses seront dites là-dessus. Mais sur les gens, moi, ça m'intéresse. Sincèrement, moi, ça m'intéresse sur les gens. Hein, voilà, ça c'est voilà pour lancer quelques idées sur cette question. Je viens à Ramaï, mais en fait c'est bien dit, hein, le bâtiment, le logement, parce que quand on se prononce quant à la gravité des séismes, eh bien généralement, qu'est-ce qu'on dit? Tant de maisons, tant les bâtiments sont tombés, tant de morts, ceci, cela. Donc c'est un élément central, le logement des gens, les conditions de vie interne, parce que c'est ce qui est de plus frappant, à mon sens, et qu'on met systématiquement en avant quand on parle de gravité, de force de séisme. Alors, Amaï, nous savons tous, enfin, nous avons entendu ce qui s'est passé, nous avons vu aussi à la télé, mais notre manière de percevoir, de réagir suite à cet événement. Alors, c'est vrai que lorsqu'on voit, à partir des images qu'on a vues, c'est une situation de désolation. On ne connaît pas ici, qu'on n'a jamais vu pratiquement. Et de souffrance. Il faudrait revenir sur Hugo. Hugo. C'est un sentiment de désolation, de souffrance de ceux qui vivent la chose. Et on a toujours l'impression que personne n'est jamais prêt. Et il faut affronter la situation. Il faut vivre dans des conditions, je dirais, indescriptibles. Pour, je dirais, même pas vivre, de survivre. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas de route, il n'y a pas de formations qui circulent, parce que je suppose que les réseaux, télévision, radio, tout ça, ça nous fait penser un peu à Hugo. Oui, ils avaient frappé vraiment fortement, et à Yuma. Pour ceux qui ont vécu à Saint-Martin, mais c'était vraiment la cata. Il n'y avait rien qui a tenu. Qui a tenu, voilà. Et donc, ce sont des situations que nous connaissons quelque part, en quelque sorte ici, mais c'est particulièrement rude, je pense, de pouvoir vivre et survivre dans une situation pareille. Et c'est vrai que sur le plan scientifique, on n'a pas... le tremblement de terre, le séisme n'est pas comment dire, on ne peut pas prévoir. On sait que ça va arriver. Oui. Mais on ne sait jamais quand. Enfin, le quand. Donc, on sait que de toute façon, il y a des préparations qui se font dans les écoles. Oui. Je sais que moi-même, j'ai dû participer à ce genre de simulation pour, en cas de séisme, quelle conduite à tenir. Oui. Bon, c'est vrai, c'est dans l'action, dans le fait qu'on va vivre aussi vraiment ça. On a le temps d'appliquer ce qu'on dit
de faire ça, les simulations qu'on fait. Mais c'est vrai quand même, il y a une certaine préparation. Chaque année, dans les établissements scolaires, les enfants subissent ces simulations et ça peut toujours servir. Et quand on est adulte, on a déjà cette machination de réaliser. Les établissements, le bâti, c'est vrai aussi que bon, tout le monde n'est pas prêt. Il y a de vieux bâtiments qui vont peut-être pas résister de la même manière que les bâtiments qui ont été conçus ces dernières années. Oui. Je sais que les écoles de plus en plus, en tout cas les bâtiments publics de plus en plus, en tout cas les nouveaux, sont conçus pour résister jusqu'à une certaine puissance. Mais il y a un séisme, tous les séismes ne sont pas pareils. Il y en a qui sont... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que moi-même, je ne connais pas plus que ça. La terre qui bouge de bas en haut, la résistance des bâtiments, ce n'est pas la même chose que lorsque la terre bouge cisaille. C'est un cisaillement. Donc, des cisaillements. Donc, selon le séisme, le bâtiment qui peut tenir, quand ça bouge de bas en haut, peut ne pas tenir en cisaillement. Quand ça fait un mouvement de va-et-vient. Donc, oui, c'est vraiment complexe. Et c'est puissant. C'est puissant. Entre cyclone et un séisme, je ne sais pas, il y en a qui vont peut-être avoir une préférence plus la préférence pour l'un que pour l'autre. Mais c'est vrai que c'est terrible. Et, bon, on va revenir. Je vais dire quand même quelques mots. L'homme a cru pouvoir dominer ce que disait Nico, la nature, la terre, la maman. La planète. Et on se rend compte que, effectivement, on a essayé de dominer, mais finalement, on n'y arrive pas. Et il faudrait peut-être en fin d'émission, en cours d'émission, on va parler un petit peu plus largement de ces problèmes climatiques qui se posent. Oui. Hein, peut-être aussi liés au séisme, des trompes d'eau d'un côté, le feu de l'autre, ou alors au même endroit. Et puis, tremblement de terre, etc. Peut-être qu'il y a ce dérèglement qui cause un certain nombre de situations dramatiques que l'homme... aujourd'hui, se rend compte que c'est nous-mêmes, c'est l'homme. Nous avons foutu en l'air la planète. Oui. Maintenant, on va peut-être développer tout à l'heure. En tout cas, il y a tellement de phénomènes, dit-on, naturels qui se produisent, des phénomènes qui se produisent un peu partout, qui interpellent. Alors ça, nous le voyons de plus en plus. Hein. Alors, le problème, c'est que ça interpelle qui? Si c'est naturel, c'est connu. On ne les a pas inventés. Hein. C'est les tremblements de terre, les tsunamis, le feu. On a eu tout cette année. Le feu à Hawaï, le tsunami, je ne sais pas où, les tremblements de terre, le vent. Et parfois au même endroit, avec le cumul, sans compter l'aspect humain. Donc attention, hein, on n'est pas dans du magico-religieux. Oui, là, on est dans autre chose. On est dans quelque chose qui va effectivement exiger deux positions. Celle du peuple, enfin de l'éducation. L'éducation, la culture. Et celle de la culture. Et pas comme on ne parle pas de résilience, parce que ça n'a rien à voir avec ça. La résilience, ça vient après. La culture prévisionnelle, oui, sismique. Et puis les politiques. Les politiques en termes de développement, en termes de prospective, en termes d'anticipation. Alors, peut-être première chose que je voudrais dire sur les séismes. On voit l'aspect, là, aujourd'hui, on va parler plus de l'aspect tectonique, la tremblement de terre, mais c'est dans la classification des séismes, le tremblement de terre, c'est Piedels. Hein. Vous avez des séismes géographiques naturels, bien sûr, la terre, le feu, le vent, l'eau, mais il y a aussi des séismes technologiques, il y a aussi des séismes climatiques, informatiques, sociaux, climatiques, etc. Tout à fait. Et tous ces séismes-là sont considérés comme des vulnérabilités écosystémiques qui peuvent affecter gravement un équilibre d'une nation, d'une société à un moment donné. Hein. Dans la sociologie des catastrophes et du risque, c'est que les vulnérabilités, qu'elles soient sismiques, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient d'une autre nature, donc climatique, même informatique, un bug informatique ou une cyberattaque, voilà, un hacker, c'est considéré comme des risques, de la sociologie des risques. Alors, effectivement, Nico posait deux questions par rapport à ça. Premièrement, notre peuple. Alors, je ne vais pas dire impréparation totale, mais je veux dire qu'on a une capacité de déni prospectif. Alors, à la différence des Français, les Français dénient l'événement, l'histoire après coup. L'esclavage, ça n'a jamais existé. Nous sommes dans l'anticipation. Nous, on n'anticipe pas des problèmes. Soit on a un discours de fatalité
extraordinaire qui fait que de toute façon, ça qui fait de fête, c'est bon Dieu qui m'imite, comme si le bon Dieu n'a rien à faire quand je vais grandir. Et un jour, il décide que c'est la Guadeloupe qui prie. Alors on a ça. Soit c'est toujours la faute des autres, en termes d'impréparation et tout. C'est aussi très confortable. Et c'est là qu'on passe au politique. Parce que le peuple réagisse comme ça, je ne vais pas l'excuser, mais ça peut se comprendre. Hein, il est dans le fait, il est dans son immédiateté, dans son présentiel. Tant qu'un événement ne s'est pas réalisé, on a du mal. Alors, je dis ça, par exemple, par rapport à la Soufrière. Tout le monde sait que la Soufrière est un volcan actif. C'est pas ce qui empêche qu'on continue à construire autour du volcan, qu'on met une université, qu'on met ceci, qu'on met cela. Bon, alors qu'on sait très bien que s'il y a un événement, un quart d'heure après, tout est bloqué et que personne ne va quitter Basse-Terre. Et qu'en plus de ça, les routes vont s'effondrer et compagnie. Bon, d'où l'essentiel du problème, politique et éducatif. Alors, politique, c'est qu'est-ce qu'il y a comme anticipation? Qu'est-ce qu'il y a comme prospective? Qu'est-ce qu'il y a comme stratégie concrète mise en place pour pouvoir voir au niveau technologique, au niveau des circuits, au niveau des choses là. Formation peu de choses. Et plus au niveau de formation, alors quand même, il y a l'UCREDET qui fait un super travail à la base. Oui. Hein, il en parle tout le temps. Donc, il faut quand même le signaler. Mais qu'est-ce qui est fait au quotidien pour que les gens intègrent dans leur vie au quotidien, que ce soit par rapport aux constructions sauvages, aux constructions tout court. On le voit, tu parlais du Maroc, on parlait d'Haïti, mais il faut voir la qualité de l'habitat. On le dit souvent, un tremblement de terre, c'est pas le tremblement de terre qui tue. Hein. Ce qui tue, c'est ce qui vous tombe dessus. Hein. Donc tout ce qui n'est pas accroché, et quand on voit les murs contre les constructions en terre cuite ou en n'importe quoi. Donc il y a véritablement, je crois que ce sujet-là est un sujet qui doit nous permettre de réfléchir sur tout ce qu'on appelle les vulnérabilités. Ça veut dire quels sont les phénomènes et de la société moderne et les conséquences que ça sont des concentrations de population qui se font de manière plus les morts en Guadeloupe, donc les construits n'importe où. On n'a jamais eu de grands effondrements de pans de montagne ou de choses comme ça. Mais s'il pleut beaucoup, on le voit en France, on le voit. Il pleut beaucoup, il y a un glissement de terrain, un truc comme ça. On part avec la moitié de la population. Et on a l'impression... Alors, et puis il y a autre chose, de nouveau en Guadeloupe, qui m'interpelle. Je vois par exemple au moule actuellement, puisqu'on parlait du moule, l'eau interdit complet. Même pour se laver, même pour se doucher, même pour le contact avec la peau. Alors je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'eau qui fait qu'on ne peut même pas se brosser les dents, on peut pas même en la bouillant, on peut pas l'utiliser, et le contact avec la peau est interdit. Donc, expliquez-moi. Parce que ça, c'est un séisme aussi. Donc, vous voyez, on est vraiment dans un truc bizarre. On est là au cœur même des politiques publiques, parce que c'est le problème très souvent d'assainissement des eaux Alors, usées. en termes de prévention, en termes de curatif, mais en termes aussi de responsabilité. Responsabilité, parce qu'en fait, quand on dit, par exemple, à Moule, l'eau n'est pas consommable, il ne faut pas se baigner, etc. Mais, vous savez, c'est la nappe phréatique, hein. Si l'eau de Saint-François vient aussi sous la terre à Moule, hein, la mer, n'est-ce pas? Donc il y a une préoccupation qui est extrêmement, je dirais, qui est collective en quelque sorte. Chacun doit être pénétré de traverser de cette réalité-là et apporter des réponses qui conviennent. Alors, Nico, le phénomène n'est pas simple, hein, tout à fait. Parce qu'on voit, Raphaël l'a bien dit, il y a l'aspect culturel, à savoir une culture du séisme, ça on ne l'a pas. La culture cyclonique, oui. Parce que maintenant, on construit par rapport au cyclone, pas n'importe quel moment, nous sommes tous d'accord. Un cyclone qu'on Hugo Cavini, il faut élever mon air, puis j'étais la Guadeloupe. Hein, parce qu'on a fait beaucoup de progrès là-dessus. Mais au niveau de cette culture sismique, nous ne sommes pas dans le bain, en tout cas. C'est clair, c'est clair. Il y a une chanson écrite par Ginette Zénon et Abel Zénon sur Est ou Paré, hein, c'est sur cette question-là. Il y a un refrain qui dit l'année cyclone, nous savons ça nous doit être fait. Nous, c'est cyclone. Hein. Le Guadeloupéen dit l'année cyclone, nous, c'est cyclone. Nous savons ça pour faire. Hein. Mais est-ce nous paraît le latéque sous Kwekawai, ça c'est notre débat. C'est notre débat. Bon, alors, très, très, très juste sur les politiques publiques. Comme tu disais, Raphaël l'a dit, Ramal l'a dit aussi, c'est le politique, celui qui a en charge l'espace, quoi, l'aménagement, la prévision, à qui on a confié la vision. Bon, lui, il est aussi abonné absent. Quand même à sa décharge, il paraît que c'est une compétence de l'État français.
De l'État français. Il paraît. Qui Il délègue. paraît. Qui délègue. Hein. Il paraît, alors là, bon, je ne sais pas trop, qu'est-ce qu'il délègue, qu'est-ce qu'il délègue pas, mais la sécurité, votre sécurité, c'est l'État, oui. C'est l'État français. C'est l'État français, ça. Alors là, bon, si vous confiez votre sécurité à l'État français, bon, c'est comme si grand-mère... À l'État, quand on parle de l'État, à l'État. L'État. L'État d'une manière générale, maintenant c'est français. Il est français. Peut-être l'État guadeloupéen. Oui, pour l'instant, il est français. Ma grand-mère disait si vous avez fait fond à Sizier en dot moun pour dormir, ou peut que je dorme. Bon. Donc, il y a à prendre ça en main. Il y a à prendre ça en main. Il y a bon, je ne dis pas qu'il faut décréter l'indépendance. Si René n'est pas là, aujourd'hui-là, c'est dommage. Hein? Bon, mais il faut que les citoyens européens se bougent un peu cette question. Cette question-là. Ouais. Mais il faut que je vois un peu cette question. Parce que tu sais, genre, il y a deux choses simples. Hein? Nous qu'à parler là. Mais si la terre était qu'à trembler, là, au moment où nous parlons, oui. La Guadeloupe, c'est peut-être, je ne sais pas moi, 3-4 000 morts, c'est ça combien 300 000 3 000 3 4 000 C'est oui, c'est tout, hein, c'est clair. Et parce que, techniquement, nous ne sommes pas prêts. Parce que, quand on est prêt, on marche avec deux choses. Oui. On marche avec un kit de survie. Kit de survie. Kit de survie personnelle et kit de survie familiale. Autrement dire, toutes les familles européennes, il devrait y avoir un kit de survie familiale. Avec des choses dedans, des sifflets, des pièces d'identité photographiées, tout ça. Bon. Et chacun devait marcher dans son sac avec son kit de survie personnel. Voiture aussi. Voilà, hein, dans sa voiture. Le jour où on aura ça, ça veut dire qu'on aura progressé techniquement. Oui. Là, nous parlons ça. Bon. Petite parenthèse. Raymond a dit une chose très juste sur les écoles. Hein. Il a dit que les écoles se préparent. Hein. Ça, c'est très bien, c'est vrai. Mais je vais lui faire rire un peu, parce que la dernière fois que les écoles sont préparées, c'était sur Basse-Terre. Ils ont appelé ça les journées japonaises. Ah. C'est-à-dire que, quand même, la référence. Non, Guadeloupe, quand même, non, Guadeloupe. Hein. Oui, voilà, les journées japonaises. Ça veut dire que déjà, on ne croit pas beaucoup ça va arriver chez toi. Oui. Mais, quand Tibougla, nous jouons au japonais. Autrement dit, c'est encore plus loin de ta réalité. Alors que nous sommes vraiment, hein, la dernière fois que ça a frappé fort, c'était en 1843. Oui. Je ne sais pas combien de 30 000, je pense. Oui. Razia, c'est le Guadeloupe, un paquet de monde mort. Et comme à l'époque, on ne comptait pas les esclaves parmi les morts, donc il y a encore plus de morts que prévu. Oui, hein? Bon. Ça veut dire qu'il faut se préparer. Il faut se préparer. Mais attention, il faut se dire aussi, il y a aussi je crois, nous disons que c'est une responsabilité collective. Parce que, voyons très bien que lorsque les chefs d'identité, les maires, les élus, préfets, aussi même l'État, on a vu à Saint-Martin, quand il s'agit de prendre des mesures dans le cadre du PPRN, n'est-ce pas, plan pluriannuel de risque naturel, c'est ça, le PPRN, prévision de risque, plan de prévision de risque naturel. Voilà. Eh bien, quand l'État s'est manifesté, qu'est-ce qu'on a vu? Scandale, les Sénématinois sont descendus. Ah non, faut pas taire, nous, faut nous laisser nous construire. On a vu aussi plus proche de chez nous, à Pont-Abacus, à Petit-Bourg, lorsque le maire est venu pour sensibiliser, pour dire aux gens, écoutez, il ne faut pas rester là, eh bien, il y a des gens qui crient au scandale. Nous, il y a une responsabilité collective, mais écoutez, individuellement aussi, nous devons nous regarder. Nous dire, il y a pas seulement dans les lieux où je viens de citer, il y a ici en Guadeloupe, nous voyons souvent dans les médias, eh bien, les chefs d'identité, l'État, les administrations sont obligés de tout mettre en œuvre pour convaincre les personnes de ne pas construire là, de ne pas rester là parce qu'il y a un risque. On va dire, ah, c'est là, ils l'ont piqué en moins terrible. C'est ça, on entend. Donc, en fait, la problématique n'est pas simple. Non, mais elle n'est pas simple, Jean, mais en même temps, ça nous permet de réfléchir sur le niveau de débat qu'il faut mettre en place maintenant. La Guadeloupe, c'est un grand pays à ce niveau-là. Et pour faire comprendre aux gens des niveaux d'exigence ou de vie commune, il y a un problème de responsabilité collective. Il y a un problème de responsabilité individuelle. Mais entre les deux, ce n'est pas ça qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est la responsabilité citoyenne. Or, le citoyen n'immerge pas en Guadeloupe. Le citoyen, ça veut dire celui qui va vivre avec l'autre à côté. Oui. Et donc, cette responsabilité, elle est citoyenne. Il faut que les gens comprennent
qu'on est maintenant dans un monde de l'entre-nous, de l'entre-gens, Oui. où c'est pareil pour les déchets, et tant qu'on n'aura pas fait ça passer à la tête des gens, on n'aura pas le niveau de personnalité qu'il faut pour faire passer un autre discours que l'intérêt individuel ou l'intérêt collectif. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec un séisme? On est dans des choses qui sont écosystémiques. Oui. Ça veut dire que ce sont des problématiques de masse. La masse, c'est pas. On ne gère pas la masse comme ça. On ne gère pas la masse comme ça. C'est pas du collectif. La masse, elle est bête. Elle a des réflexes qui sont des réflexes de masse, qui sont et donc elle doit être anticipée. On le voit par exemple. T'entends dire, il y a une grève d'essence. T'as même pas fini de dire ça que tout est déjà bloqué en Guadeloupe. Oui. Et c'est cette dimension-là qu'il faut comprendre, cette dimension du collectif qui crée des syncrétismes populaires, des syncrétismes dans les comportements, et qui font que plus personne ne peut rien faire. C'est terrible. S'il y a une catastrophe à Basse-Terre, en 5 minutes, Gobert est bloqué, donc personne ne va nulle part. Donc imaginons que la soufrière pète ou fait un petit machin, tout le monde brûlé. S'il y a un tsunami en Grande Terre, bon, en 5 minutes, toute la Grande Terre et personne ne dira où est-ce qu'on va s'échapper. En plus, on est dans une île. Donc, il n'est pas question qu'on va sortir quoi que ce soit. Donc, il y a ces conséquences de masse, il y a cette agglutination de rapports ou de comportements individuels, il y a le problème de l'organisation des secours, il y a le problème de la gestion des urgences, le temps que se mettent en place ces solidarités, et tout ça nécessite une éducation. Alors, populaire, politique et une prise en considération. Et on n'a pas l'impression que tout ça existe à l'échelle guadeloupéenne locale, actuellement. C'est une question importante. Je pense qu'on va faire la page publicitaire et puis on reviendra à Ramaï. Parce que, alors, publicité, télévision pas marché sans publicité, on le sait de le dire. Alors, après cette page publicitaire, nous revenons donc à notre thème. Aujourd'hui, le Maroc, demain, la Guadeloupe. On s'interroge. Oui, alors là, je ne suis pas trop d'accord avec cette extension, parce que alors, pourquoi? On a une manie en Guadeloupe depuis quelque temps, quand il arrive quelque chose quelque part, à un coin du monde, d'imaginer qu'il y a une espèce de filiation, théorie des... Pas du complot, hein, théorie des dominos. Ou alors, tu sais... Mais ça peut être ça aussi, hein? Non, oui, d'accord. Je l'explique, sans te couper. Quand la Théo tremble, elle tremble là, elle tremble ici, mais elle peut trembler aussi parce qu'elle tremble. Quand elle tremble là, elle tremble aussi de l'autre côté parce que ça bouge. Non, il y a deux phénomènes. Il y a les plaques tectoniques, ce qu'on disait, les failles, on les connaît très très bien. Et sur les lignes de failles, des points chauds, des endroits où effectivement... Bon, ça c'est effectivement... Et nous sommes la plaque Caraïbe, la plaque de l'Amérique, Atlantique, etc. On est sur une zone sismique, cyclonique et tout. Donc il n'y a pas de problème. Non, ce que je veux dire, c'est au niveau symbolique, au niveau d'espèce de fantasmagorie sociale, qui consiste à penser qu'un accident arrive quelque part, nous, on doit trouver un bout de chaîne, ça va arriver pour nous. Une espèce de fatalité. Comme si, in fine, tout ce qui arrive partout devait nous arriver. Hein? Non, donc il ne faut pas exagérer. Par contre, effectivement, mettre en place des politiques, compte tenu de la réalité des situations, ça, c'est notre responsabilité. Mais dire qu'on va subir tout ce qui va se passer parce que c'est arrivé quelque part, cette espèce de fatalité... De récurrence. Récurrente, hein? Non, oui. Non. Il y a une responsabilité de savoir où on est, sur quelle base on est, quels sont les risques concrets qu'il y a et comment faire de la prévention par rapport à ça. Or, cette prévention-là, elle s'oppose directement à une culture du locale, risque qui n'existe pas. Parce que face à cette culture du risque, on a une culture plus forte de la fatalité. Alors, elle est à deux niveaux. Nous, on est une terre du bon Dieu, donc on a rien dérivé nous. On a une relation directe avec le bon Dieu. Dieu guadeloupéen. Si bon dit-on. Donc, et la deuxième chose, si ça fait, nous qui pas des manœuvres. Cette espèce de sentiment de toute puissance qui est vrai, hein, qui est vrai aussi, et qui fait que on n'est pas dans quelque chose dans la gestion au quotidien. Et on le voit pour l'eau. Bon, c'est quand même je reviens sur l'eau, je suis désolé, mais c'est inadmissible qu'on ait en 2023 ces problèmes-là tels que c'est. Ça, c'est pas possible. C'est la négation de toute politique de prévention ou de gestion des choses. Des risques.
Oui. Oui, Et donc, il y a tout ce problème de concentration, il y a tout ce problème d'artificialisation des sols, il y a ce problème de pollution, qui sont des germes qu'on plante Oui. pour des catastrophes majeures, écosystémiques. Ça veut dire qu'ils vont entrer en engrenage les unes par rapport aux autres à un moment donné. Or, ça, c'est une logique, c'est un raisonnement sociopolitique et sociotechnique. Et là, ça manque. Alors, on vient, c'est très bien dit, hein, nous venons de la progression de cette émission, nous venons à Ramaille. Sur Ramaille, bien entendu, on doit écarter cette récurrence, cette fatalité, mais tout de même, on ne peut pas faire l'économie des anticipations, c'est-à-dire se dire tout de même qu'il faut anticiper, il ne faut pas rester là dans l'inertie, n'est-ce pas? Politiquement, il faut anticiper. Et citoyennement, en quelque sorte, parce que Raphaël l'a dit, il faut aussi que les citoyens s'y mettent. Enfin, il y a un chantier, Ramaille. Alors, c'est vrai qu'il y a un chantier. Il faut se préparer, il faut anticiper, il faut éduquer. Je pense que, d'une certaine manière, c'est fait, mais c'est peut-être pas suffisant, et loin d'être suffisant. Quand on regarde au niveau de l'habitat, il y a une grosse amélioration depuis Hugo. Depuis Hugo, oui, on l'a dit. Une grosse amélioration dans la conception de l'habitat, dans la manière de faire de nos artisans, de nos artisans qui ont une formation différente de ce qu'on a connu avant Hugo. Et aujourd'hui, par exemple, dans une toiture, il est interdit de mettre des clous. Oui, ça c'est clair. Il faut mettre des tire-fonds. Oui, des tire-fonds. Aller arracher un tire-fond, mais si un cyclone arrive à arracher le tire-fond, je crois que ce sera presque la fin du monde. Oui, parce que ça ne va pas s'arracher. Par contre, la toiture peut partir. L'ensemble peut partir. Mais si c'est bien accroché, c'est plus accroché comme avant. Parce qu'à Hugo, j'ai vu des maisons qui. Le toit était parti, le toit entier. Oui. Eh bien, est parti intact et allait s'écraser ailleurs. Donc, c'est dire que c'était mal consolidé sur le bâti. Aujourd'hui, normalement, c'est terminé, ça. On a des constructions pouvant résister à des cyclones particulièrement puissants. Il y aura toujours des dégâts, c'est inévitable. Mais je pense quand même qu'on peut sauver au moins une partie de l'habitat, qu'on ne sera pas au dépourvu comme ça s'est passé après Hugo. Dans certains pays, on a vu des images. On a bien vu que c'était sur le plan de la construction, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à Guadeloupe aujourd'hui. On avait de la terre empilée, des mottes de terre sur des mottes de terre, et une fois que ça a bougé, tout tombe. Tout tombe comme un château de sable. Donc, je ne suis pas particulièrement pessimiste sur ce qu'on appelle le Big One, le jour qu'on aura un Big One, de se retrouver dans l'état où, par exemple, j'ai vu le Maroc, même si j'ai vu de la ferraille dans les constructions au Maroc. C'était vraiment puissant. Mais je pense qu'on a des constructions, peut-être pas la totalité, comme disait Nico. On a au moins 50% des bâtiments pouvant résister à des cyclones, à des séismes de haute intensité, Big One. Maintenant, si c'est vraiment... la terre bouge, la nature fait son travail, et la nature va participer à la refondation. Et ça permet aussi, quelque part, de relancer économiquement la chose. Oui. C'est un peu l'éternel recommencement où il y a un cyclone par-ci, il y a le feu par-là, il y a un tremblement de terre. Et puis finalement, c'est la vie. C'est naturel. Et donc, il y a un système économique derrière qui fonctionne et qui permet de faire tourner le monde et le système économique mondial. Donc, je ne suis pas particulièrement inquiet d'être dans la situation qu'on voit à la télévision de pays complètement désemparés, complètement démolis, où il n'y a plus rien. Moi, je pense qu'en Guadeloupe, on a quand même cette particularité de faire les choses et de prévoir, peut-être inconsciemment, parce qu'on le sait. On sait qu'il y aura un tremblement de terre un jour, on sait qu'il y aura des cyclones. Donc, inconsciemment et dans le quotidien, ça se fait tout naturellement. Maintenant, il faut peut-être inciter davantage, augmenter cette manière de faire, d'avoir toujours à l'esprit que ça peut arriver et de se préparer au quotidien
pour ne pas subir ce qu'on a vu sur les chaînes de télévision. J'ai envie de demander, poser une question pour avancer toujours à cette question avec Nico. Est-ce que peut-être actuellement, sur le plan plus des relations de cette Guadeloupe dans son ensemble Caraïbe, n'est-ce pas, un territoire français, européen, dit-on, installé dans un espace géographique caribéen, est-ce que, si vous voulez, l'état même des relations, de la géopolitique, la donne géopolitique, en quelque sorte, que nous connaissons dans cet espace-là, est-ce que c'est un élément protecteur pour nous? Est-ce que, sur le plan des interventions, comment dirais-je, de la coopération, n'est-ce pas, par rapport à un tel phénomène? Voilà. Est-ce que nous pouvons nous dire actuellement que, compte tenu de nos positions, en situation, tous les plans économiques, géopolitiques, etc., est-ce que la Guadeloupe peut faire face seule à un événement? Il faut être clair, il faut le dire, c'est pas moi, ça, des téléspectateurs, peut faire face à... Est-ce que nous pouvons dire, bon Dieu, nous commander tel pays, ou du moins, est-ce que nous, on va se redonner à un moment, nous, là, ou l'Europe, n'est-ce pas? C'est ça la question, en fait. Oui, bon, je suis d'accord avec M. Ramain qui dit, tout n'est pas, on ne part pas de zéro. Il faut progresser. Je crois que cette idée, Oui. on peut à petit pas, mais il faut y aller. Il faut progresser. Progresser. Je pense que pour dire du mal de la France, elle a loupé le coche à l'échelle planétaire parce qu'elle aurait pu être la voix des pauvres. Et là, un pays pauvre ne veut pas d'elle. Le Maroc dit à la France, restez chez toi, moi je n'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de gens qui connaissent le terrain. Bref. Ça, c'est symptomatique de quelque chose quand même. Parce qu'en fait, la France, quand elle offre même pas son secours, elle débarque normalement. Et là, on lui dit non. Au nom de notre souveraineté, nous, la maîtrise des logistiques fait qu'on préfère les Espagnols, on préfère tel pays. Les Russes, on préfère tout le monde. Ouais, on préfère, voilà, et pas vous. Bon. Alors, je ne veux pas croire que ici, comme c'est chez elle, on n'est pas là, c'est dommage. Elle ne sera pas victime de tout cela. Non, si on était là, nous ne parler de ça. Comme elle pense que c'est chez elle, donc elle va s'organiser, j'espère qu'elle va anticiper, j'espère qu'elle a déjà anticipé par des moyens logistiques ici, je ne sais pas. Ça aussi, il faut qu'on sache. Dans le plan séisme, il faut qu'on nous dise qu'est-ce qu'il y a. Bon, puisque c'est sa compétence. Notre sécurité, c'est l'État français. Bon. L'hôpital de campagne, tout ça. Et puis, Bon, alors, mais par contre, je pense, et Raphaël a raison, le citoyen, on doit un fort mouvement de pression citoyenne, un mouvement citoyen dans cette affaire-là. Bon. Et puis, il faut chercher des masses critiques autour de nous, voilà, pour agir et tout ça. Ça, je pense qu'il y a du travail à faire là-dessus. Bon, je voudrais parler également de l'éducation. Parce que, s'il faut préparer les gens, il y a des messages, il faut parler de ça. Comment on fait? C'est-à-dire que moi, la France n'est pas capable, elle n'est pas capable, à mon avis, efficacement, de parler aux gens, ici. Ah bon? Non, elle ne sait pas parler aux gens. Quand c'est l'État qui a une compétence et qu'elle s'adresse aux gens, on n'est pas atteint. Oui. Parce que je vais dire une chose un peu méchante. Je pense que la langue française, ici, c'est pas audible. C'est la langue étrangère la plus parlée ici. Bon. Ceci dit, Jean Talamone, Corse, a quand même dit que la France est un pays ami. Si le Corse dit que la France est un pays ami, Nico Italique peut dire que la langue française est une langue étrangère ici. C'est la langue étrangère la plus parlée et la moins comprise. La moins comprise. Et souvent, lorsque les Français envoient des messages d'intérêt public, ils traduisent le français. En créole? Oui, ils traduisent le français en créole. Or, nous avons notre génie linguistique. Il faut chercher le génie guadeloupéen pour parler au guadeloupéen. Et non pas traduire des messages français en créole. C'est ça la grande chose. Et par exemple, pour parler du tremblement de terre, je me souviens, quelques années de ça, une troupe théâtrale avait répondu à un appel d'offres de l'État pour faire une pièce sur toute la Guadeloupe. C'est Théâtre Amoun Gripon qui a fait ça, conduite par Ginette Zénon, que je salue. Ils sont passés dans toutes les communes. Une pièce de théâtre sur le risque sismique. Bon. Et régulièrement, chaque commune, tenue au monde qui a dit, ben bitel a été dit, pour... On ne peut pas parler de ça. D'agdofo. Ça qui est déclenché, bitel là. Pas parler de ça.
le fait que je parlé de tremblement de terre, tout côté en Guadeloupe, tout côté, Bité la Kevin. Donc et ça. nous pas bisé, oui. Et non. Ah non. Alors, quand tu envoies un message à une cible comme celle-là, tu peux pas faire le français du Limousin pour parler au gars. Il faut chercher, il faut aller le chercher. Il faut dans une complicité avec lui dire ok, nous pas qu'à parler de ça, mais nous qu'à préparer nous. Voilà. Ouais, bon, mais ça, la France, on est incapable dans sa méconnaissance de ce que nous sommes nous. C'est ça que je dis. Deuxième problème de l'éducation. C'est-à-dire que la qualité du message, atteindre la cible, chercher le génie guadeloupéen, et je pense aussi que les artistes guadeloupéens sont les mieux placés. Mieux placés pour aller nous chercher et discuter de ça, parler de ça. C'est ça. Donc, nous ne partons pas de rien. Il y a à progresser. Il y a l'assise culturelle, la connaissance des gens. C'est vrai aussi qu'il y a un peu de pensée magique chez nous quand même. Oui. Un peu de pensée magique chez nous. Il y a un peu d'animisme aussi chez nous. J'ai un ami, et je finirai là, j'ai un ami qui est un des plus grands DJ de la Guadeloupe, qui s'appelle Dalton, qui me dit, il était en Thaïlande ou en Malaisie il n'y a pas longtemps. Dans une des îles, il y a un volcan immense, qui peut exploser. Tôt ou tard, il peut exploser. Et s'il explose, tout le monde meurt. Et le matin, toute la population demande au volcan d'apaiser la journée. Apaiser la journée. Oui, la journée, parce que c'est pas ça demain. La journée là, ça. La journée là, ça, nous qu'est demain. Et tout le monde fait ça. Tout le monde. Bon. Donc, il y a une sorte de rituel. Et ils sont tendus, peut-être, parce que j'en ai jamais. Jusqu'à nouvel ordre. Il peut exploser, donc il attend. Donc, il y a une ritualisation qui crée de la cohésion et peut-être aussi, pourquoi pas, de l'opérativité. On ne sait pas. Bon, Dieu seul sait. Voilà. Et donc, c'est ça. Il faut créer une Guadeloupe autour de la question sismique qui n'existe pas. Oui. Il faut créer une Guadeloupe éduquée progressivement dans un plan éducatif qui n'est pas mis en place. Oui. Et il faut créer une Guadeloupe où la montée citoyenne est telle qu'elle peut faire pression même sur l'État français, dont c'est la responsabilité théorique. Alors, on va venir surtout à Raphaël, Ramaille, le danger est énorme si demain, pas jamais, si demain. Si la tête sous Kekoaï. Si la tête sous Kekoaï, là maintenant, où nous caille. C'est toujours redoutable, un tremblement de terre, moi, je le crains. Oui. C'est quelque chose quand même qu'on ne sait pas. Maintenant, ça peut souffrir sous les pieds, on descend. C'est quelque chose de redoutable. Réfléchir sur la construction, avoir des structures peut-être très solides, mais aussi légères, parce que les structures légères bougent, on dit. On contenait un pays effondré, on case en bois, qui est craqué, mais il n'est pas obligé de tomber. Mais si vous construisez en dur et qu'il n'y a pas de solide, attention, il y a un risque. Revenir avec lui. Le dur, le béton résiste moins bien que le bois et que le conteneur. On sait que le béton reste résistant. Moi, je le suis très tôt d'ailleurs. Alors, je fais quand même allusion. Le conteneur. Il y a des maisons en conteneur. Oui, ça c'est j'ai apprécié il n'y a pas longtemps. Oui, ça m'a beaucoup intéressé. De plus en plus, d'ailleurs, c'est pour ça que les conteneurs sont de plus en plus rares. On n'en trouve pas. On ne trouve pas. Ça coûte plus cher. Ça tient bien et pour le cyclone et pour les tremblements de terre. Ça bouge, ça peut bouger. Au moins, l'abri reste quand même. Même si c'est déformé, mais ça reste. La qualité du ciment ici, je crois que... Alors, je connais un petit peu... ce problème-là, c'est que, par exemple, quand on envoie du ciment sur les îles du Nord, on voit Saint-Barthélemy est conçu avec le ciment de Guadeloupe, de la Forge, tandis qu'à Saint-Martin, c'est déjà un petit peu plus délayé. Il n'y a pas que du ciment Guadeloupe. Et on a vu que, par exemple, pour Yuma, la résistance de la construction, c'était pas pareil. Il est vrai aussi, c'est pas le même niveau économique non plus. Donc, il y a d'autres facteurs qui peuvent entrer en jeu. Mais je voulais insister sur le fait que lorsqu'il y a... Est-ce que la Guadeloupe peut se suffire d'elle-même en cas de tremblement de terre ou quel que soit le phénomène? Et non, le séisme pas autant. Pour moi, c'est évidemment non. Il faut quand même l'aide extérieure pour pouvoir aller au plus vite et en tout cas remédier à la situation au plus vite. On a besoin de l'aide nationale et internationale. Et c'est là où je veux venir sur l'acheminement des aides. Et ça, c'est un gros problème. Alors, lorsqu'il y a
une catastrophe quelque part, tremblement de terre, feu, eau ou autre, cyclone, on voit les gens manifestent tout de suite cette bonne volonté de pouvoir venir en aide aux personnes en souffrance, que ce soit dans son propre pays ou à l'international. Et donc, on achète des trucs, on envoie des dons. Et le plus gros problème, c'est l'acheminement des dons. L'acheminement. En fait, tu dis dans le transport, tu connais, Maïti. L'acheminement des dons. Moi, j'ai vu, par exemple, en interne, et au par rapport à la Guadeloupe, les dons, mais des conteneurs de dons. Là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là pour récolter les dons. Il n'y a pas de problème. Maintenant, l'acheminement, ça coûte une fortune. Une fortune d'acheminement. Qui paye l'État? Et c'est l'État ou alors des particuliers, des associations, mais ça coûte une fortune. Et souvent, pendant la période où l'État prend en charge, naturellement, ça se fait. Ça va, parce que c'est l'État qui paye. Il y a des entreprises réquisitionnées. Oui. Donc, ça se passe à peu près correctement pour arriver à destination. Mais arriver à destination, ça ne veut pas dire qu'il y aura distribution à destination. Il faut une organisation comme... Il y a toute une organisation un à mettre en place. schéma de coopération une fois que c'est arrivé. Et là, ce n'est pas le plus simple. C'est pas le plus simple. Et déjà, lorsqu'il n'y a plus de réquisition, mais les aides commencent à venir, continuent à arriver. Oui, là, comment les acheminer? Là, c'est l'inflation. Et là, c'est la cata. Catastrophe. C'est la cata. Donc, il ne s'agit pas d'envoyer. Tout le monde dit, bon, je vais positionner, je vais faire un don. Maintenant, il y a une manière de gérer pour vraiment que ce don arrive à bonne destination. Les organisations et ça, mettre en place. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est quelque chose de particulièrement énorme et coûteux, l'acheminement des dons. Oui. Donc à ce niveau-là, nous ne sommes pas dans l'opacité, puisqu'il existe bien des structures de coopération qui connaissent... Oui, mais il existe aussi des trafics. Hein. Des trafics aussi. Donc, alors, énormément. Il faut faire gaffe. Alors, Raphaël, toujours sur cette question, qu'est-ce qu'il y a... Oui, alors il existe aussi des trafics, effectivement, l'organisation des secours, l'organisation des dons, c'est important. Moi, je crois aussi qu'aucun petit pays n'est tout seul. Hein. Maintenant, il y a une solidarité nationale, internationale, mondiale, qui fait que les aides arrivent. Donc, c'est obligatoire. On ne peut pas s'en sortir tout seul. Mais je veux revenir sur deux choses importantes qui sont du domaine des logiciels de pensée. La première chose, c'est les messages. On le voit en sécurité routière, on le voit par rapport à la drogue. Quel message par rapport aux délinquances, aux gangs? Comment faire passer les messages? Et quand Nico dit que le français est une langue étrangère, psychologiquement, c'est évident. Les messages qu'il faut faire passer pour impacter les populations ne peuvent pas être comme ça de structure franco-française parce qu'ils ne pénètrent pas les systèmes symboliques, les systèmes de décodage. On le voit pour ça, c'est vrai, le côté linguistique. Et donc, il y a une importante à trouver des voies et moyens de communication qui obéissent non pas à la logique de l'émetteur, mais à la logique du récepteur. Des populations. Et donc, c'est vrai qu'il y a un travail important à faire alors, c'est pas pour créoliser ou hygiéniser les messages, mais pour comprendre que les systèmes de décodage culturels locaux nécessitent des subtilités que le français n'a pas pour nous. Donc, c'est un important travail qui commence à être fait. Hein. Commence à être fait. Mais il y a une responsabilité aussi locale, par exemple, dans les services de l'État. C'est ça, dans les services publics. Oui, mais c'est là qu'on arrive au deuxième choc. C'est que les services des gens qui soient à même de traduire. Oui, mais les services de l'État, par définition, sont français. Oui. Et ont du mal à comprendre, en termes d'efficacité, d'opérationnalité, que pour faire passer les messages, trouver des artistes locaux, trouver des traducteurs, trouver des gens qui ont la sensibilité locale. Et ça commence à être... En sécurité routière, c'est fait maintenant. Mais ailleurs, peut-être pas. Ailleurs, c'est pas fait du tout et ça passe pas. Et la deuxième chose que je vais dire est très importante, toujours en termes de logiciel, c'est nos systèmes de pensée dans la modernité. Les catastrophes naturelles, ça va être de plus en plus important. Les impacts sont de plus importants. La modernité, c'est une espèce d'accélération et de globalisation des choses. Et donc, il faut voir. Or, nos systèmes de pensée, en France, fonctionnent sur des schémas action, réaction. Mais dans un monde stable. Oui, stable. Donc, action, réaction, je vois ce qui se passe et je peux inventer quelque chose. On n'est plus dans ça. Le monde bouge. Le monde bouge. Et la réaction n'est pas à la hauteur de l'action. Oui. Parce qu'entre-temps, ce qu'on appelle des externalités négatives ou des choses qui se passent
qu'il faut qu'après la réaction, il faut qu'il y ait un temps de réflexion. Pour savoir et d'évaluation des pratiques et d'enseignement, d'analyse des pratiques pour savoir si la réaction a été à la hauteur de l'action. Donc il y a nécessité maintenant, si on veut mettre en place une anticipation, de tirer des enseignements, des réactions. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'impact a été bon? Tirer un enseignement de façon à adapter la nouvelle réaction aux stratégies d'action qu'on va mettre en place. On a du mal à faire ça parce qu'entre-temps, il y a des rentes de situation qui se sont mises en place et il y a des gens, des experts de X, Y, Z, qui sont dans la reproduction. Donc, il y a une nécessité maintenant pour toutes les pensées en termes de développement d'intérioriser des schémas alternatifs pour ne pas avoir à reproduire uniquement des cercles vicieux parce on fait toujours la même chose alors que l'environnement a changé. Donc on le voit bien, monde instable, monde d'insécurité, monde de grande responsabilité. Et donc invitation à l'innovation, invitation à la prise d'initiative. Et puis confiance aux niveaux locaux, aux capacités locales de remédiation. Forcément, on observe une grande fébrilité, en quelque sorte, des anticipations dans ce cas-là. Il faut anticiper. Alors, on va bientôt terminer. Il y aurait des vidéos. Il y aurait. Alors, on va sans doute clôturer et finir cette émission, chers téléspectateurs, followers. Je n'ai pas regardé encore vos commentaires. Je n'ai qu'à sa tablette, sans doute. Mais écoutez, l'heure est arrivée. De belles choses, il y a toujours une fin. Nous allons passer à la vidéo du jour. C'est toujours Nico qui présente, c'est lui qui... Très bien. Alors, rapidement, je me suis dit que l'un des tremblements de terre les plus humains, c'est le Limbé. Le Limbé. Et je me suis dit comment deux chanteurs peuvent nous dire comment ils réagissent au chagrin d'amour. Hein. Alors, il y a Jacob Desvarieux qui dit qui j'en ai fait, ou c'est l'essence à cœur en moi, qui j'en ai fait. Et Jocelyne Béouard qui dit moi, en tant que femme, en quel effet. Hein. Parce que exactement, femme c'est châtaigne, dit-on, et homme c'est fouillapin. Je ne sais pas si c'est vrai. Alors. En tout cas, c'est chanté pendant 3 minutes 50. Voilà, ainsi se termine alors la vidéo. Depuis le matin, on qui fait ça qu'il faut. C'est où on dit encore. Jamais tout là. Petit, maman te dit moi ça. Oh, jamais c'est là. Trop petit, oui, c'est pas là où qu'a dormi. J'ai dit, pour la fois ça ou l'est. Tout petit, mais on qu'est ça ou jamais ça. Sous la terre, c'est lui de café. Avec manqué mon jamais. C'est musique, c'est soukran. La vie moins, vous en travaillant moins.
pour pas acheter. Alors, sur ce, on va devoir quitter, vous annoncer que, téléspectateurs, followers, merci, que dimanche prochain, il n'y aura pas d'émission Éco-Club, puisque, pour l'annoncer, le plateau sera, les informations sera en chantier, donc nous ne serons pas en rendez-vous donc, le dimanche prochain, c'est-à-dire le 5, je n'ai pas la date en tête. Le 25. Ah, non. En tout cas, c'est le 20, je sais pas. Mais en tout cas, bref, notez-en C'est le premier. que dimanche prochain, je crois le premier, en tout cas, nous ne serons pas là. Il y a un chantier. C'est le premier. Le premier ne seront pas là. De toute manière, je pense que la direction, les autres auront l'opportunité de vous annoncer ce petit changement pour améliorer les conditions, la qualité du service de Canal 10 Télé. Bye bye, bon dimanche.